Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire ici. On en parlait, l'émission qui s'engage à décrypter l'actualité brûlante au Gabon sans tabou. Auditeurs de Radio Gabon, le premier tour des élections législatives et locales 2025 a livré son verdict il y a quelques jours, mais les nombreuses irrégularités constatées par les autorités en charge des élections dessinent un bilan à demi-teinte pour la rupture annoncée par les nouvelles autorités. Ce soir, la question est de savoir si le discours de changement résiste à l'épreuve des urnes. Les Gabonais ont-ils assisté à la répétition des vieilles pratiques ou la fin de la transition peut-elle encore se réorienter vers ses engagements initiaux? Nous allons tenter au cours de cette émission d'analyser en profondeur ce fossé entre le discours et la réalité pour déterminer comment garantir les fondamentaux de l'état de droit, condition sine qua non pour clore la transition gabonaise de manière crédible. Et pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Lambert Ekoini, expert en sciences du comportement, Maître Béranger Nzé, avocat au barreau du Gabon et spécialiste des questions juridiques. Messieurs, bienvenue à cette émission. C'est notre remerciement. C'est toujours un plaisir. Bonjour et merci pour cette invitation. Voilà, tout simplement, rentrons dans le vif du sujet. Messieurs, vous avez plus ou moins pris connaissance de cette thématique. Déjà, en premier, qui peut nous dire exactement votre ressenti ou votre opinion par rapport justement à ce qui est fait? Maître, on commence par vous. Écoutez, la déception. Voilà, un show comme ça, c'est la grande déception, la désillusion. Parce que j'étais sur votre plateau il y a quelques jours, juste avant les élections, et on en discutait un tout petit peu. Et on avait mis beaucoup d'espoir sur ces élections. On pensait que pour une fois, on va faire les choses différemment. Pour une fois, on va faire les choses bien. Pour une fois, on va faire les choses qui soient acceptées par tout le monde. Et ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé le 27, c'est une honte pour notre pays. C'est tout simplement inacceptable dans un contexte où on nous vante le changement démocratique, où on nous vante la restauration des institutions, où on nous vante une nouvelle république. Je suis déçu par ce qui s'est passé le 27 et je pense que chacun doit prendre la mesure de ce qui s'est passé. Et déjà que la commission chargée justement de ces élections reconnaît qu'il y a eu un certain nombre de dérives et que justement des correctifs seront apportés quant à ces irrégularités. Pour ma part, je pense qu'il faut avoir de la responsabilité totale et absolue. Il ne faut pas faire du biaisage parce qu'on veut être gentil. Si c'est mal fait et que c'est mal fait de façon nationale, il faut en tirer les conséquences et prendre les décisions qui sont conséquentes par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui on peut admettre de maintenir ces élections en l'état au regard des récriminations qui sont non pas seulement sur un territoire, enfin sur une localité ou sur un arrondissement ou sur un siège, qui sont des récriminations nationales. Partout sur le territoire national, il y a des récriminations sur la façon dont ces élections ont été faites. Il y a, je veux dire, des populations qui ont été massivement transportées. Il y a eu des procurations. Encore que c'est pas illégal. C'est pas illégal, mais c'est des pratiques dont il faut se débarrasser. C'est des pratiques qui ne sont plus admissibles dans une république qui veut se construire. Vous avez des procurations massives. Vous avez des images qu'on n'a jamais vues. De ma mémoire, je n'ai jamais vu des images où des personnes rentrent dans des urnes et se mettent à tout saccager parce qu'il y a des fraudes massives. Je veux dire, ça doit nous appeler nous tous à la responsabilité et à prendre ce qui est bien pour notre pays. Vous savez ce qui se passe dans le pays, c'est qu'on fait trop de politique. Et on pense trop à des positions partisanes. On veut faire plaisir aux chefs. On veut faire plaisir à ceux qui ont organisé, même quand c'est pourri, même quand c'est mauvais. Il faut donc qu'à un moment on soit un peu sérieux et qu'on arrête de faire semblant de ne pas voir ce qui est évident. Mais moi, je vous ai dit, je ne fais pas la politique. Maître, il y a quand même des dispositions qui ont été prises par la commission chargée des élections qui entend poursuivre justement
tout contrevenant, tous ceux qui se seront reconnus coupables justement. Mais quand le premier contrevenant, c'est l'organisateur lui-même qui le poursuit. Quand le premier contrevenant, c'est celui qui est censé veiller à la régularité, celui qui est censé contrôler. Quand il cautionne, qui le poursuit. Vous pensez que ça n'a pas été fait? Je pense que ça n'a absolument pas été fait. Je pense que ça n'a pas été fait. Comment voulez-vous, monsieur, que dans une nouvelle république, on puisse admettre de façon responsable qu'un ministre de l'Intérieur vienne proclamer publiquement des résultats pour venir quelques heures plus tard, venir rectifier une partie de ces résultats? Est-ce que ça fait sérieux tout ça? Donc voilà des comportements qui ne nous honorent absolument pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette organisation? Comment se fait-il que le ministre annonce des résultats, lui qui organise, qui centralise, qui vérifie? Parce que un candidat a amené des éléments pertinents au demeurant, viennent modifier. Encore que reconnaître une erreur n'est pas un péché, c'est juste ne pas reconnaître. Parce que Monsieur, pour lui, il a tout un staff qui s'est mis à pied d'œuvre justement pour organiser. Mais ce n'est pas une qu'il rendait compte. Mais un ministre de l'Intérieur qui vous lit un texte, qui vous dit qu'il y a 3000 inscrits, et qui vous dit après qu'il y a 4000 votants. Est-ce que, à ce niveau de responsabilité, on est en droit de faire ce genre d'erreur et de continuer comme si de rien n'était? C'est la preuve que tout a été mal organisé, qu'il y a eu des fraudes, des manipulations qui sont tout simplement inadmissibles et qui décrédibilisent cette élection dans sa totalité. Et lorsque c'est fait ainsi, qu'est-ce qu'on fait en toute responsabilité? On annule. Bon, pour le moment, il y a quand même des dispositions qui ont déjà été prises par Lac Nosser. Docteur Eko, votre regard de spécialiste, expert en sciences du comportement. Encore une fois, merci pour cette invitation et je dois dire d'entrée de jeu que ce sujet est extrêmement important parce que quand on se souvient tous, nous n'avons pas une mémoire si fragile de ce qui s'est passé le 30 août, de tous les discours, de toutes les évolutions observées depuis cette époque jusqu'à il y a un passé très récent. Je dois m'accorder avec mon collègue en face de moi pour dire qu'il y a des choses qui sont intolérables et inadmissibles. Cependant, il est très important qu'un diagnostic clair, net et sans complaisance, nous répétons, sans complaisance, soit fait au regard de tout ce qui s'est passé dans l'organisation, dans la réalisation, dans le contrôle, de manière à ce que les responsabilités à tous les niveaux soient bien dégagées. Je voudrais toutefois avoir un regard qui a un peu un lien avec ma spécialité. Je suis médecin. En tant que médecin, quand vous voyez un signe anormal chez un patient, vous vous interrogez. Tout à fait. On se dit, ce signe est lié à quoi? Que se passe-t-il? Et ça vous donne de mener une enquête, un interrogatoire, un dialogue, une conversation, au meilleur des cas, faire des analyses complémentaires pour arriver à un diagnostic précis. Et c'est ce diagnostic précis qui vous donne de choisir les meilleures thérapeutiques pour restaurer la santé du patient. Cette image, cette analogie me semble pertinente. Il y a des signes qui nous étonnent. Quand on regarde les éloges qui ont été faits pour notre pays au plan national, au plan sous-régional, en Afrique et au-delà de l'Afrique, à la suite des élections présidentielles, et qu'en revanche, on regarde ce qui se passe pendant les élections locales et législatives. C'est comme le jour et la nuit. Deux mondes. Donc il y a un problème sérieux qui doit inviter les uns et les autres à s'interroger, à se poser de bonnes questions, à faire des investigations, à se dire, nous sommes en train d'amorcer, on est presque en fin de transition, parce que selon ce qui est annoncé, ces élections vont clore la phase de la transition, pour qu'en fin de compte, la Ve République prenne forme et inaugure son entrée. Alors vous imaginez, après tant d'efforts, après tant de louanges, après tant de joie et d'espérance, on se retrouve comme si on était à la case départ. Il y a des bonnes questions à se poser. Eh bien, en tant que comportementaliste, je suis en train de me rendre compte que... C'est justement les questions qui ont été posées dans le préliminaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne suis pas allé dans les bureaux de vote pour constater. De toute façon, tous les médias ont parlé des élections. Toute la nation parle des élections. Quand on regarde ce qui a été fait, ce qui a été dit, et ce qui est vrai et authentique comme anomalie,
ou dans l'organisation, ou dans les élections proprement dites? Je suis en train de poser la question, ceux qui sont auteurs de ces actes, ce ne sont pas des gens de niveau BPC ou de niveau terminal. C'est des bacs plus 4, plus 5, plus 6. Donc en fait, c'est l'élite intellectuelle de notre pays qui est mise en cause. Bien entendu, il ne s'agit pas de tout le monde, mais néanmoins, ceux qui ont posé des actes intolérables, indignes et qui déshonorent la nation, ce ne sont pas des personnes de moindre calibre en termes de niveau intellectuel, en termes de responsabilité. Donc là, nous sommes en droit de dire qu'en fin de compte, les références universitaires ne sont pas un indicateur suffisant pour garantir l'éthique, la dignité et l'honneur pour amener notre pays vers la félicité. Il y a de bonnes questions que le chef de l'État, que le gouvernement, que les institutions doivent se poser. Je voudrais me rappeler un tant soit peu des premiers discours du chef de l'État. Il avait bien dit, bien entendu, c'était rien d'extraordinaire. Quand on met des gens à des postes, a-t-on vérifié leur éthique, leur moralité, leur allure comportementale, leur honneur pour la nation? Ou on a simplement regardé les diplômes ou l'expérience professionnelle? Comme pour dire, mettez à la place qu'il faut des personnes qu'il faut. Je suis tout à fait d'accord que là, il s'agit d'une élection. On n'a pas tellement besoin d'avoir des personnes de calibre particulier. Tous ceux qui ont été enrôlés, formés pour organiser les élections, ce sont des gens qui sont censés aimer le pays et qui sont censés adhérer à la nouvelle éthique, à la nouvelle donne, qui est celle du changement. Ça veut dire les vieilles méthodes, les mauvaises habitudes, ce qui a déshonoré le pays, soit désormais mis à la poubelle. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je crois qu'il y a, à mon sens, à mon humble avis, un sérieux problème, je ne dirais pas de mentalité, mais un sérieux problème d'éthique, d'éducation et d'honneur dans la vie d'un certain nombre de compatriotes. Et je suis tout à fait d'accord avec le docteur. Justement, dans cette analyse. Et je suis le premier à dire ici, et très souvent sur les plateaux, que ce qui embête notre pays, ce n'est pas la compétence de notre élite politique, c'est les personnes qui sont formées. Je veux dire, universitairement, c'est la personne à qui on peut reconnaître une forme de qualification, de compétence. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Je pense que ça se passe ailleurs. C'est l'amour pour le pays. C'est la rigueur de laisser une marque positive de son passage que ces personnes n'ont pas. Lorsque vous n'aimez pas votre pays, c'est comme quand vous n'aimez pas votre maisonnée. Vous êtes désintéressé par voir votre maison évoluer et se développer. Vous devenez irresponsable, désengagé. C'est ce qui se passe avec nos hommes politiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces personnes ne sont guidées que par une seule chose: faire plaisir au président de la République, donner des résultats qui pourraient caresser, je veux dire, ce qu'ils pensent plaire. Est-ce que c'est plus pour faire plaisir au président de la République ou bien se maintenir dans une situation qui a toujours été celle-là? Mais bien sûr, parce que ces personnes sont convaincues, je veux dire, négativement convaincues, ou bien, je ne sais pas comment le dire, mais elles sont convaincues qu'en posant des actes de, je veux dire, de cette nature, elles pensent pouvoir agir dans l'intérêt du chef de l'État. Elles pensent qu'elles auront des gratifications du chef de l'État, alors qu'en réalité, elles sapent l'autorité du chef de l'État. Elles sapent la crédibilité du chef de l'État et elles sapent tout le projet que ce monsieur a pour notre pays. Je pense que nous avons tous salué la transition, l'avènement. Nous avons écouté le dialogue national, nous avons suivi le référendum. J'ai moi-même participé à l'appel au oui sur le référendum constitutionnel. Nous avons défendu l'élection présidentielle et nous avons une élection présidentielle sans contestation, sans heurts. On peut quand même se poser la question. Élection présidentielle, référendum. Référendum sans heurts. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 12 avril et aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces personnes sont devenues aussi, je vais dire, mal avisées? Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de faire un diagnostic, aller dans les bureaux. J'écoute le peuple, j'écoute les médias, je regarde les réseaux sociaux. Et j'ai rarement vu autant de personnes se plaindre d'une élection au Gabon. On peut quand même se convaincre, nous tous, et s'accorder là-dessus, que ça a été super mal organisé, qu'il y a eu des fraudes, qu'il y a eu des actes inacceptables. Alors, monsieur, moi je vais vous interpeller juste par rapport aux différentes récriminations. On parle d'une liste qui a été mal constituée, on parle des transports d'électeurs, on parle de procuration excessive, hein,
utilisé par certains candidats. Bien sûr. Bon. Qui permet tout ça? Non, en fait, il n'est pas question ici. On fait une analyse. On fait analyse à froid, justement, de la situation. Loin de nous de pointer du doigt à qui que ce soit. Mais on fait une analyse à froid de la situation. Mauvaise liste électorale, transport d'électeurs et procuration. Mais on a toujours à croire que ce problème de liste électorale ne finira jamais dans ce pays. À chaque fois qu'on a une élection, on revient toujours sur cette mauvaise compréhension de la liste électorale. C'est un moyen de fraude. En tant que juriste, et je crois que vous avez quand même participé à un certain nombre de... Mais voilà pourquoi nous devons arrimer notre nation, notre pays aux nouveaux outils de gestion de ce genre de choses. Comment voulez-vous, monsieur? Moi, je suis avocat. Vous êtes condamné au tribunal de première instance de Libreville en matière correctionnelle. Vous avez une peine d'emprisonnement. Et vous faites votre peine d'emprisonnement. Vous revenez 3 ans plus tard, demandez un casier judiciaire. On vous donne un casier judiciaire vide, néant. Alors que vous avez subi des condamnations pénales fermes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un fichier central de condamnation. Ce qui fait que tant que vous n'avez pas de fichier central de naissance et de décès, comment voulez-vous que la liste électorale soit clairement, toilettée? Quelqu'un qui est décédé, comment ces personnes sauront que cette personne, qu'il y a quelqu'un qui est décédé alors qu'elles n'ont aucune traçabilité du décès de cette personne? Lorsque vous faites une déclaration de décès à la mairie quelconque, qu'est-ce qui se passe? On note dans un registre et on vous donne un acte de décès. Et ça s'arrête là. Il n'y a aucune traçabilité. Donc, quelqu'un qui décède, vous ne pouvez trouver la traçabilité que dans le registre physique de l'état civil. Mais vous ne trouvez sur aucun réseau informatique pour savoir que M. Béranger est décédé à telle date. Il ne peut donc non plus figurer sur une liste électorale. Et donc, si mes parents ne viennent pas faire la démarche de déclaration au niveau de la liste électorale, dire qu'il est décédé, mon nom va continuer à figurer sur la liste électorale. Et j'aurai les cartes d'électeur, alors que je suis décédé. Parce que vous ne pouvez pas gérer ce genre de choses en comptant sur la bonne foi. Il faut donc numériser, il faut informatiser les services, il faut faire en sorte qu'on ait un fichier central de naissance, de décès, qui permettra justement un agencement normal qui va permettre un toilettage. Est-ce qu'aussi on ne peut pas reprocher justement à nos populations justement la mauvaise connaissance, l'ignorance justement de cette procédure quant à la radiation de certaines personnes sur les listes? C'est à l'État de prendre des mesures. Mais encore qu'il y a souvent des communications dans ce sens-là, mais très peu de Gabonais prennent véritablement la chose à le corps pour voir sur le fichier électoral et radier les personnes qui ne sont plus normalement censées y être. Docteur? Je crois qu'il nous faut véritablement être très vigilants. Pour quelle raison? Pour la raison que face à cette problématique, il est important d'avoir un regard assez pointu. Nous courons le risque de mettre le doigt là où il ne faut pas. Nous courons le risque de mettre la corde là où elle n'existe pas. Je pense qu'au-delà des imperfections organisationnelles, comme vous avez dit, quelqu'un est sur une liste et ne pas être dans une autre, au-delà des anomalies organisationnelles, des insuffisances organisationnelles, ce qui n'est pas forcément impossible, ce qui n'est pas rare non plus. Je vous pose une question. L'élection présidentielle a été organisée par les Gabonais. A été organisée par les mêmes organes et les mêmes institutions. Absolument. L'élection législative et locale ont été organisées par les mêmes institutions, les mêmes organes. Pourquoi il y a problème? En fait, ce qui fait problème, ce n'est pas tant les quelques erreurs organisationnelles qui peuvent être corrigées pour les prochaines élections, mais c'est surtout les actes qui ont donné de constater des fraudes, de constater des violences, de constater comme si on était à l'époque ancienne. C'est surtout ces actes-là qui fâchent. Pourquoi il y a ces actes-là? C'est une question importante. C'est la question que tous les Gabonais se posent. Quelques-uns ont pensé, le 27. Oui, mais quelques-uns ont pensé, quand on fait de la politique, tous les moyens sont bons pour parvenir à un résultat. Ce n'est pas vrai. La politique est une science. Et cette science ne nous donne pas la liberté de la délinquance, du désordre, de la fraude, de la malhonnêteté. Jamais de la vie. Je suis médecin, la médecine est une science. Elle a des principes, elle a des règles. La politique en est une autre. Je n'ai pas fait des sciences politiques, mais en tant qu'intellectuel,
Je crois que la politique est une science. Le droit est une science. Toutes ces sciences ont des règles, des principes. Mieux encore, la loi électorale est là. Mieux encore, il y a une organisation des textes et des principes et tout cela a été mis en place. Le problème est quoi? C'est que les gens ont une autre loi dans leur conscience. Une loi écrite, électorale, est une chose, la loi qui est dans la conscience est une autre. Je profite de dire au passage que ce qui s'est passé pendant les élections, je ne suis pas certain que ça réjouisse le chef de l'État. Nous espérons qu'il n'en est pas Je ne suis pas certain que ça le réjouisse. Je ne suis même pas certain que le ministre de l'Intérieur lui-même, qui est le patron de ces organes d'organisation, cette institution qui organise l'élection, est fier de constater ce qui a été constaté. Je crois justement là qu'il faudrait que on remette les pendules à l'heure. Qui a fait quoi? Et qui est l'instigateur de quoi? Qui est le commanditeur de quoi? Qui a posé tel ou tel acte? Je crois qu'à cet instant, ça c'est un avis tout à fait personnel. La meilleure personne qui peut nous aider à lever les doutes, c'est le chef de l'État. Mais sans vous couper, docteur, moi je suis contre les appels à cette fameuse enquête que vous Mais c'est supposez. quand même une enquête. Non, parce que vous savez, au Gabon, je suis avocat. Et je sais que nos enquêtes dans la matière n'aboutissent jamais. On n'aura jamais de résultat de ces enquêtes. Même si je comprends la pertinence de ce que dit le docteur, je sais sur les faits que c'est de l'enfumage. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux pas m'expliquer que l'atmosphère et la CER ont organisé le référendum, ont organisé les élections présidentielles et l'ont assez bien fait. Et que quelques mois après, les mêmes personnes, parce que sauf à me n'y connaître, mais je ne pense pas qu'il y ait eu un changement significatif des personnes au sein de ces organismes, organisent une élection législative qui fait tellement parler qu'ils déshonorent toute une nation. Je tiens à vous dire quand même qu'il faut qu'on apprenne à prendre la mesure des choses. Il y a quand même 3 anciens premiers ministres qui ont récriminé ces élections. Il faut qu'on constate que c'est quand même des premiers ministres, des ex-premiers ministres, qui pour certains ont été des soutiens ou sont des soutiens du président de la République, sont des soutiens du CTRI, sont des soutiens justement de la transition. Comment ces personnes à ce niveau peuvent venir vous dire que les choses ont été mal faites et appeler à l'annulation? Vous comprenez? Donc, il ne s'agit donc pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la compétence des personnes. Il s'agit de volontés mal avisées de certaines personnes, d'un groupuscule, de perpétrer des actes ou des pratiques d'un autre âge et qui vont tirer notre nation vers le bas. Voilà pourquoi, justement, la seule manière, à mon sens, de rectifier tout cela, c'est pas d'ouvrir une enquête et de faire comme si rien ne s'est passé. C'est d'annuler tout ça et de faire bien. Parce que ce n'est qu'en faisant bien qu'on honore notre pays, pas autre chose. Auditeurs de Radio Gabon, je vous rappelle que vous êtes sur Radio Gabon et l'émission c'est « Et si on en parlait ?» La thématique de ce soir, élection 2025, bilan en demi-teinte pour la rupture. Peut-on s'interroger du scrutin aux irrégularités? Comment garantir les fondamentaux de l'état de droit pour clore la transition gabonaise? C'est la thématique qui nous réunit ce soir et j'ai comme invité pour analyser et décrypter ce sujet, à ma droite, le docteur Lambert Ekoeni, expert en sciences du comportement, et à ma gauche, maître Béranger Nzé, qui lui est avocat au barreau du Gabon, spécialiste en questions juridiques. Messieurs, nous allons poursuivre ce débat sur justement la fiabilité de la liste électorale aujourd'hui qui pose toujours problème à chaque élection, sauf que à l'élection présidentielle, elle n'a véritablement pas posé beaucoup de problèmes. Oui, certainement, parce qu'il y a eu une longue phase de révision qui a permis aux populations d'aller effectivement faire toutes les opérations qui permettraient de mettre à jour, qui ont permis de mettre à jour la liste électorale. D'abord, les gens meurent beaucoup et les gens naissent. Et donc, je pense que entre la dernière révision électorale et l'élection qui vient de se dérouler, il y a eu plusieurs personnes qui sont décédées et qui auraient dû être prises en compte. Mais ce qui est plus choquant, et on entend,
c'est que dans ces listes électorales, il y aurait des personnes qui seraient mortes en 2017 qui figurent toujours sur ces listes électorales. Donc ça, autrement dit, le travail de toilettage de la liste électorale n'a véritablement pas été fait. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas faire ce travail si on n'a pas un fichier central. C'est impossible de faire ce travail. Il nous faut un fichier central de naissance et de décès. Il suffit de regarder qui est décédé et on a juste le fichier électoral. Ce serait tellement simple. Mais maître, il y a quand même une disposition légale dans le code qui permet à un individu, à un compatriote de basculer d'un point A à un point B. Ce qu'aujourd'hui, qui s'est transformé, comme on l'a vulgairement appelé, le bétail électoral, il y a quand même une disposition légale sur ces... Bien sûr, mais pourquoi les choses ne marchent pas alors? Il y a la disposition légale, mais pourquoi ça ne marche pas? On peut se poser la question, est-ce que le fait qu'il y ait des dispositions légales constitue, je veux dire, un fait suffisant pour garantir une liste électorale fiable? Que les gens se baladent d'une région en autre, d'une localité, c'est possible. Mais la question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est toujours aussi difficile pour nous de faire en sorte que ces choses soient prises en compte? Tant que les choses sont faites de façon archaïque et de façon manuelle et manipulable, effectivement, on aura toujours une liste électorale qui ne sera pas fiable, malheureusement. Docteur, beaucoup de récriminations face justement à ce basculement des électeurs d'une région à une autre, d'un point à un autre, mais il y a plusieurs raisons aussi qui peuvent entrer en ligne de compte pour certains qui, pour des raisons économiques, pour des raisons familiales, professionnelles, peuvent se retrouver d'un point à un autre, mais il semble bien que cette disposition ait été pervertie aujourd'hui. Je ne maîtrise pas tous les détails de la loi électorale, mais ce que je dois dire qu'en fait, il y a eu des situations, elles existent encore. Non, vous intervenez en tant qu'expert en sciences du comportement, parce qu'il y a d'autres qui le font aujourd'hui. Il y a des gens qui habiteraient pas gentils et qui votent dans un village dans le Volendam. Quand il y a une élection, ils font le voyage. Et quand ils soutiennent un candidat, il arrive que ce candidat les aide à faire le déplacement. Là n'est pas le péché en soi. Tenons-nous bien. Lorsque, par exemple, dans un bureau électoral, un candidat a constaté que les bulletins liés à sa candidature ont été retirés de ce bureau, c'est le ministre qui donne cet ordre-là? Ou bien qui est l'auteur de ça? En fait, je voudrais dire, on l'a déjà dit quelque temps un peu plus tôt, qu'il y a des comportements d'un autre siècle qu'on est en train de retrouver lors de cette élection. Et cela a tendance à décourager les populations. Autrefois, on avait dit le PDG est une machine de fraude électorale qui a toujours gagné les élections depuis des décennies. Oui, si cela est vrai, mais le PDG n'est pas aux commandes aujourd'hui pour qu'il soit à nouveau responsable de tout ce qui a été constaté comme anomalie, comme fraude, comme manipulation. C'est pour ça qu'il faut se poser des bonnes questions. La bonne question est la suivante. Premièrement, avions-nous vraiment rompu avec les anciennes méthodes parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle république? C'est une question. Deuxièmement, les auteurs de ces actes-là, est-ce qu'ils sont véritablement en phase avec la dynamique du pays depuis le 30 août? Ou alors ils sont là pour des intérêts tout à fait partisans? Est-ce qu'ils sont patriotes ou pas? Est-ce qu'ils aiment le Gabon ou non? Ce sont des questions. Et c'est pour ça, que nous continuons de penser que face à ce doute qui risque de faire, c'est pas un bon terme, je vais l'utiliser quand même, qui risque de faire dégringoler l'espoir de tous les Gabonais, dans le sens que nous voulons aller vers la félicité. Le chef de l'État doit interpeller les hommes de loi pour que la justice soit faite et que la punition adaptée soit infligée à tous ceux qui ont posé des actes qui sont des actes anti-loyaux, qui sont des actes anti-républicains et qui sont des actes qui ont bafoué la loi électorale. Il faut que la punition soit là. N'oublions pas. N'ayons pas une mémoire très courte. Pendant de nombreuses décennies, on l'a vu dans notre pays, l'impunité était devenue le quotidien. Voire même qu'un ministre, un député ou un citoyen qui a posé des actes dangereux, il était simplement nommé à faire une promotion dans les semaines, les mois qui suivaient. C'est quel genre de république? Est-ce qu'avec ces méthodes-là, on va amener le pays plus loin? Nous voulons un Gabon nouveau. Et cela devrait se manifester, s'affirmer dans les détails concernant la vie de la République. Et c'est à ce titre que nous pensons que le chef de l'État lui-même, il faudrait qu'il donne à ce que la loi, qu'il interpelle les auteurs, qu'il interpelle les responsabilités
pour que la loi et les choses soient claires. Mais si vous me permettez, moi je pense Roger, également que... vous allez, est-ce à dire, docteur, que le président, en principe, devrait normalement faire une déclaration à ce sujet? Non seulement une déclaration, il en a fait une à la veille des élections. Il en a fait d'autres. Et à son arrivée de son long voyage, son long périple aux États-Unis, à Cuba, à l'aéroport, il a reçu les responsables qui ont organisé les élections. Entre autres. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Comme disait Maître tout à l'heure, on a longtemps mené des enquêtes. Ces enquêtes sont restées dans les papiers et les médias en ont parlé. On n'a jamais su quels ont été les résultats de ces enquêtes-là. Or là, il s'agit d'un problème extrêmement important. Dans quel sens? Dans le sens que notre pays devient digne d'envie. Nous sommes un pays modèle. La transition en a fait la démonstration. L'élection présidentielle en a fait la démonstration. L'élection, le référendum en a fait la démonstration. Donc, tous ces faits sont de nature à prouver que le Gabon est en train de changer et d'aller de l'avant. Et malheureusement, il ne faut pas que l'élection dont nous parlons vienne entacher justement tout ce travail, cet effort. Et justement, on parle de rupture. Nous disions tout à l'heure qu'il faut de la rupture et que cette rupture doit être totale. Absolument. Il faut qu'on apprenne à respecter la voix du peuple. Il faut qu'on apprenne à respecter le vote du peuple. Il faut que nos élections rassurent tout le monde que les résultats qui sont rendus sont des résultats fiables, sont des résultats qui reflètent véritablement la décision et la volonté du peuple. Comme on l'a vu au référendum, comme on l'a eu effectivement à l'élection présidentielle. Ce qui se passe aujourd'hui, et je suis d'accord avec le docteur, c'est qu'effectivement il y a des personnes qui ont décidé de prendre des vieux chevaux et de venir les faire courir sur une marche avec de nouveaux chevaux. Vous pensez qu'une rupture, justement, est possible là? Il n'y a pas de rupture, monsieur. Elle ne se décrète pas. Hein, ça ne se décrète pas. Il n'y a pas de rupture. Moi, excusez-moi, mais je suis franc-parler. Comment voulez-vous que vous êtes du début et vous faites un ticket comme avec le PDG? Je veux dire, tu fais ça. Il y a quelle rupture? Vous voulez changer les choses et vous c'est le fait que c'est le nom UDB et PDG qui dérange ou ce sont les personnes? Monsieur, on ne s'allie pas avec quelqu'un que vous contestez, avec quelqu'un que vous avez attaqué, avec quelqu'un que vous avez enlevé au pouvoir. Quel est le sens que vous donnez à cela pour la population? Vous alliez à quelqu'un à qui vous avez dit, vous avez mal gérer le pays, vous avez foutu le pays en l'air, vous avez mal organisé les élections, on vous arrête là. Et pour la même personne, venez, on va aller se combattre ensemble pour conquérir des territoires. De qui on se moque finalement? C'est pour là que je suis en train de dire, à ce niveau, il n'y a pas de rupture et il y a une défiance de la population. En ce qui me concerne, et c'est à titre personnel, je commence à avoir des doutes sur la volonté réelle de créer une rupture, sur la volonté réelle de véritablement créer une nouvelle république avec de nouvelles façons de faire. Parce que ces élections semblent me montrer qu'on est en train progressivement, comme un arbre qui chute progressivement, tomber sur les mêmes travers. On prend les mêmes, on organise des élections et on refait exactement la même rengaine, on bourre les urnes, on fait tout ce qui permet de décriminaliser l'élection. Mais je vous assure, monsieur, ce n'est pas seulement l'élection qui est décriminalisée, c'est tout le pays qui est décriminalisé. C'est toute notre nation, c'est nous tous qui sommes en tête de nous, c'est le président de la République qui est décriminalisé. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous attendons une déclaration de lui. Dans la nouvelle République, il faut qu'il fasse une déclaration pour dire quelle est sa position par rapport à ces élections. Recevoir le ministre et ceux qui ont organisé, c'est très bien. Mais le peuple a besoin de savoir quelle est la position du chef. Est-ce que c'est pas mettre justement ces personnes face à leurs responsabilités quand il les reçoit? C'est quand même le chef de l'État. Il a été élu par la population, monsieur. Justement, il met ces personnes, est-ce que ce n'est pas une manière de les mettre face à leurs responsabilités et que lui, il avisera plus tard? Non mais monsieur, ces personnes répondent face au président de la République. Celui qui répond face à la population, c'est le président de la République. C'est le seul à qui nous avons donné un mandat. Et tout ce qui se passe dans notre pays, c'est à lui de nous rendre compte. Et donc il faut qu'il prenne la parole pour nous rendre compte, pour nous dire quelle est sa posture par rapport à ce qui s'est passé. Il a le droit de recevoir ses délégués, les personnes à qui il a confié ses missions pour crier dessus, mais nous, on a besoin de savoir officiellement quelle est la posture du chef de l'État. Parce que nous lui avons fait confiance. Et nous continuons à lui faire confiance. Et nous espérons qu'il ne va pas décevoir la confiance de la population qui aujourd'hui est derrière lui. Et veut que ce qu'il a promis, la transparence, l'élégance politique, je veux dire des élections libres et crédibles, soient non pas des simples déclarations qu'on en a toujours eu, mais une véritable
prise de conscience, un véritable changement de la façon de faire la politique dans notre pays. Et pour ça, il faut qu'il vienne nous dire quelle est sa posture officielle. Nous attendons. Docteur? Je pense qu'au-delà d'une déclaration que pourrait faire le chef de l'État, très sincèrement, sans m'aligner dans les bassesses éthiques du kounabélisme, je pèse bien mes mots. Je pense que le chef de l'État a démontré à suffisance avec ses collaborateurs depuis le 30 août jusqu'à ce jour qu'il y a un espoir de changement pour ce pays. Et je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes derrière lui. Et c'est à ce titre que les Gabonais, quels que soient les votes politiques, ils sont nombreux à soutenir le chef de l'État. Ça, c'est une réalité, que l'on soit de son parti ou pas. On est Gabonais, on est patriotes, nous voulons un Gabon nouveau, nous sommes tous d'accord de le soutenir. Cependant, je crois que le chef de l'État va être face à l'évidence d'un défi. Ce défi-là, nous l'avions constaté souvent parfois dans les régimes anciens, où il y avait des catégories de gens, et le Gabon était comme divisé en deux. Il y a des gens qui occupent des hautes fonctions, il y a des gens qui sont les amis de la famille présidentielle, il y a des gens qui sont dans telle ou telle association, donc il y a des protégés qui bafouent la loi à tous les niveaux, et qui sont restés impunis, qui sont arrogants, et qui n'ont aucun respect pour personne, ni pour la loi du pays. Ça doit s'arrêter. Tout à fait. Et si nous voulons une rupture radicale, le chef de l'État est le meilleur personnage à nous en faire la démonstration face à ces dérives-là qui viennent entacher toute la République, les élections locales et législatives. Je crois que, peut-être pour ne pas aller au-delà de ce sujet, une anecdote ou une analogie. Il y a une maladie appelée la tuberculose. D'accord. Quand on la soigne, le traitement est long. Très long. 6 mois au moins, parfois 10 mois, 12 mois. Dès que le traitement est démarré, dans les 2, 3, 4 mois, on voit des changements. Mais il y a encore des symptômes. J'ai envie de dire, si depuis le 30 août, un traitement, une thérapeutique a été amorcée pour le Gabon, on est sûr qu'on arrivera à la guérison définitive. Il y a encore quelques symptômes. Quelques symptômes sont là, comme si le traitement n'était pas efficace. Gardons l'espoir que les thérapeutiques et les mesures de changement sont véritablement maintenues, amorcées et renforcées. Mais ça commence par la fermeté. Tout à fait. On ne peut pas changer un pays qui a une histoire comme la nôtre, où les gens ont, de façon viscérale, pris de mauvaises habitudes. Pendant des décennies. Des pratiques qui sont devenues la norme chez ces personnes. Les enlever, effectivement, je pense que comme le docteur, il faut trouver une thérapeutique qui soit efficace, qui soit revue. Et ça commence par la sanction. Ça commence par la fermeté. Absolument. Ce n'est pas bien pour la nation que nous voulons construire. Ce n'est pas bien pour les jeunes. Parce que les jeunes qui ont soutenu le président de la République au 30 août, qui sont des jeunes qui sont dans les écoles, les universités, moi j'en ai vu cette ferveur, de tout âge. Je n'avais jamais vu ça. Mais on n'a pas le droit de trahir cette espérance et cette confiance donnée au chef de l'État. Moi je vous dis, je ne suis dans aucun parti politique. Mais lorsque les choses sont bien faites, il faut avoir l'élégance de dire que c'est bien fait. Absolument. Et lorsque c'est mal fait, il faut aussi avoir la sagesse, la grandeur de dire que c'est mal fait. Et à ce niveau, ce n'est pas à moi aujourd'hui de dire ce que le chef de l'État doit faire. Je pense qu'il sait ce qu'il doit faire. Mais il faut que le chef de l'État comprenne, et je pense qu'il a compris, qu'il a prêté serment devant le peuple gabonais. Et ayant prêté serment devant le peuple gabonais, il doit loyauté et écoute à ce peuple. Si l'élection s'est mal faite, il faut que le président de la République prenne parole pour nous dire quelle est sa position face à ce désordre qu'on a eu, cette façon de faire qui ne nous honore pas et qui n'honore pas cette nouvelle République. Il travaille pour nous gagner une nouvelle image, pour bâtir une nouvelle image de notre pays. Ce qui s'est passé est inacceptable. Ce qui s'est passé est inconcevable. Et il faut que le chef de l'État, qui est le chef suprême, prenne position. Messieurs, je vais vous interpeller sur une autre situation créée pendant ce scrutin du 27 septembre dernier. C'est cette ancienne rengaine qui revient à diviser les familles lors d'une élection pendant le processus. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont disloquées après le 27, pendant le scrutin. Cette manière de faire, justement, est-ce que c'est pas là aussi un argument de plus pour interpeller le chef de l'État quant à ce qu'il prenne une parole et que, véritablement, ceux-là qui ont posé ces actes-là et qui continuent à faire dans l'ethnicisme soient véritablement
interpellé et peut-être jugé par eux, mis devant les autorités judiciaires. Docteur. J'espère que je ne choque pas les membres de ma propre famille. Il y a 20 ans derrière, 2 membres de ma famille ont été profondément divisés. L'un étant pour le PDG, l'autre pour le bûcheron. Et cette division a fait énormément de tort à ma propre famille. Ça doit s'arrêter. Tout à fait. Ça doit s'arrêter pourquoi? Parce que chaque citoyen est libre. De manière à ce que s'il y a une élection, je n'imposerai pas à mes enfants, à mon épouse, le choix de leur candidat qu'ils veulent voter. Nous devons arriver à une telle maturité pour dire qu'en fait le véritable problème à ce niveau reste celui de la maturité, de l'éthique. Et ce qu'on dit, quand on a un grand esprit, c'est une expression utilisée. Quand on a un grand esprit, on arrive à ce que j'entendais dans les interventions du Premier ministre Don Sima, qui a fait passer un élément dans les médias parlant du respect de l'autre. Le respect de l'autre est une règle cardinale qui est telle que nous devons veiller à l'intégrité psychologique, physique, morale, émotionnelle de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, de notre collègue, de notre collaborateur. Quand le respect n'est pas là, nous sommes donc exposés à avoir des divisions, à avoir des dégâts dans nos familles. Au-delà de la famille, dans le pays, Tout à fait. dans certains bureaux de vote, il y a eu des violences. Ouais, Il y a eu des violences. bien sûr. Et c'est pour ça que je pense, en tant que comportementaliste, que au moment où nous voulons un Gabon nouveau, un Gabon dans lequel l'unité est là, dans lequel l'inclusivité est là, dans lequel la lutte acharnée contre le sectarisme, l'ethnicisme, etc. Tout cela doit nous donner, en fait, de mûrir, de grandir et d'intégrer les valeurs de respect, les valeurs d'unité, les valeurs d'amour pour le pays comme étant notre nouvelle religion. J'ai presque envie de dire les choses avec ces termes-là. Mais vous savez, quand Oui, vous avez un ministre qui est candidat à une élection législative dans sa localité et qui contraint tous ses collaborateurs du ministère à faire le voyage, et aller s'inscrire dans sa localité dans laquelle ne connaissent personne et à le voter presque systématiquement, comment voulez-vous ne pas créer de division dans les familles? Ça commence par là. Il faut que la liberté soit totale. Il faut que chacun ait le libre choix de là où il veut voter et de qui il veut voter. La Constitution de notre République consacre la liberté d'opinion, la liberté de penser. Je veux dire, ce n'est qu'un outil, je veux dire, basique que nous tous nous connaissons. Et donc, pour moi, je ne peux qu'en parler en disant que c'est complètement absurde que les familles se divisent pour les questions politiques. Mais c'est aussi l'état d'esprit de nos politiciens qui estiment que si je fais de la politique pour tel parti et que je vous aide, vous, en tant que neveu, vous êtes obligé de me suivre. Même si vous n'êtes pas très convaincu par le chemin que je suis en train de prendre, vous êtes obligé de me suivre, sinon je vous coupe les vivres. C'est une façon de faire qui, justement, est, excusez-moi, mais médiocre et qui fait justement que vous avez des divisions dans les familles parce qu'il y en a qui estiment qu'il n'est pas possible que d'autres dans la famille prennent un chemin différent, aient une pensée différente, aient des rêves différents que ceux auxquels ils ont décidé d'astreindre toute la famille. Et donc, vous savez, notre pays a un problème de... Nous avons un véritable problème de dignité et d'intégrité. Et c'est ce problème de dignité et d'intégrité qui fait que nous avons fait tomber tous les standards de respect de l'autre, tous les standards du respect même de l'aîné dans la famille. Nous n'avons qu'un seul standard aujourd'hui, le pouvoir de l'argent. Je veux avoir de l'argent, et donc, pour avoir de l'argent, il faut que je prime tout le monde pour asservir tout le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à tout, parce qu'ils veulent avoir l'autorité dans leur famille, et on divise. Donc les familles entières, j'en connais, moi, qui sont divisées du fait qu'on ait des opinions tout à fait différentes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est véritablement pas les questions de famille, même si elles sont importantes, et que le président de la République, je pense également qu'il est le père de la nation, devrait peut-être intervenir là-dessus, interpeller les uns les autres. Ce qui m'intéresse pour mon pays. J'adore mon pays. Et comme nous tous, je n'ai pas la prétention de dire que j'aime mon pays plus que le docteur, plus que vous. Mais si nous sommes tous d'accord que nous aimons notre pays, ce qui serait juste, ne devions-nous pas nous accorder sur ce que nous devons faire ensemble pour honorer notre pays? Ça devait être des choses tout simples. Malheureusement, jusque-là, chacun va un peu de son latin
Et on a les résultats que vous avez, où effectivement une élection qui aurait dû être, je veux dire, une consécration d'un changement véritable de notre façon de faire politique, devient, je veux dire, un déshonneur total, un retour à 50 ans en arrière sur la façon d'organiser les élections. Et ça, pour moi, ce n'est pas acceptable pour mon pays. Maître, il y a une autre situation. Aujourd'hui, on parle de sanctions pénales. La CNOSER, la CH sont disposés à mener des poursuites justement contre ces personnes-là. Est-ce que vous, en tant que juriste, en tant qu'avocat au barreau du Gabon, est-ce que la procédure est celle-là? Est-ce le procureur de la République ou les instances qui habilitées ne doivent-ils pas aujourd'hui se saisir justement de cette affaire-là pour mener déjà que la justice soit indépendante? Tout à fait. déjà à ce niveau et mener des poursuites ou des enquêtes contre ceux-là qui se seraient rendus coupables justement de ces actions. Mais juste là, on ne voit véritablement pas une manifestation justement des instances juridiques. La justice ne peut pas s'autosaisir. Voilà, justement, c'est la question que je pose. Oui, est-ce que dans ce cas, la justice a le droit de s'autosaisir sur une situation pareille? Pas du tout, sauf si c'est une gravité de flagrant délit, des personnes prises en flagrant délit, oui. Mais si c'est des infractions constatées par ailleurs, il faut que ceux qui les constatent les remontent au parquet de la République, qui va ouvrir une enquête et qui va permettre d'établir les responsabilités. Vous savez, chez nous, nous ne jugeons pas simplement un fait. Nous jugeons les circonstances des faits, nous jugeons l'intention. Parce que quelqu'un qui peut être en train de poser un acte peut être en train de le poser dans une circonstance qui le déculpabilise. Et donc, il faut amener les faits, les reporter au parquet de la République, dans le cas d'espèce, et une enquête judiciaire sera ouverte pour établir les responsabilités des uns des autres. Il y a aussi des enquêtes administratives. Et on n'est pas forcément allé au pénal. Il y a des enquêtes administratives qui peuvent être menées par le ministère et par des instances administratives qui peuvent mener des enquêtes. Il y a des enquêtes parlementaires. Le Parlement, prochainement, peut se saisir pour justement mener cette enquête parlementaire. Pour établir les responsabilités. Donc on a tous les outils qui nous permettent de faire, je veux dire, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Mais déjà, les principaux organisateurs doivent également à leur niveau Accepter leurs responsabilités. Eux également doivent être mis en cause parce qu'au finish, ce sont eux qui sont les premiers instigateurs, les premiers auteurs de tout ce qui est passé, parce que ce sont eux qui ont organisé. Je ne veux pas penser que ce soit docteur ou que ce soit vous. Je ne peux penser que la CNOSER. Et c'est à ce niveau que je pense qu'on devrait beaucoup plus se concentrer. Parce que pour moi, c'est incompréhensible ce qui s'est passé. Docteur? Je suis tout à fait en phase sans être juriste, vous le comprenez. Non, mais, Vous le comprenez très bien. non, mais vous avez quand même Je suis tout à fait en phase sans être juriste. Je pense qu'on n'invente pas la roue. pas du tout. Maître vient de dire des détails très importants. Je crois qu'il faut être réaliste. Le Gabon n'est pas le seul pays en détresse. Par rapport aux questions de dignité et d'honneur, l'Afrique en souffre. Combien de pays en Afrique on peut compter Une élection digne, honorable et propre. Au voisinage du Gabon, on en connaît quelques exemples où les choses vont de mal en pis. Bien entendu, tout en sachant que l'Europe n'est pas un exemple forcément, Tout à fait. parce qu'il y a aussi des dérives là-bas. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Je crois que tout être humain, en tant que comportementaliste, moi le premier concerné, tout être humain doit se dire ceci. On ne fera des changements vrais que si réellement le cœur se convertit, non pas en gardant les contre-valeurs, comme Maître l'a dit tout à l'heure. Il y a des valeurs et des principes de vie qui permettent de construire, de bâtir la dignité. Pour une nation, pour un citoyen, pour une institution. Les lois sont faites pour ça. En tant que juriste, que Maître l'est, la loi électorale est claire. La loi du pays est claire. Il suffit de suivre les procédures de manière à ce que les personnes qui sont mises en cause, qu'il n'y ait pas des interférences, des interventions pour venir amoindrir la force et la puissance de la loi. Nous le répétons, l'impunité pendant 60 ans au Gabon, on en a longtemps souffert et le pays a plombé à cause de cela. L'arrogance, comprenez ça, les injustices de toute nature, le pays en a souffert. Ça doit s'arrêter. Il est temps de changer. Et c'est pour ça que nous insistons à dire ceci. Le chef de l'État est le premier garant pour que la justice, la dignité, l'honneur, la loi et les principes
soit respectée si nous voulons aller vers la félicité authentique. Sinon, les uns penseront que c'était simplement une machinerie pour que quelqu'un dégage et que d'autres prennent la place. Parce que ce qu'on a reproché au PDG il y a quelque temps, quelques-uns le font encore aujourd'hui, notamment à cette élection. Il faut donc que les clartés soient données, que les punitions soient données, mais de manière réelle, de manière à ce que autant les ministres, autant le chef de l'État, s'ils ont des amis auteurs de ces actes-là, ils doivent être clairement punis. Parce que l'impunité a été un mal sévère, comme un cancer, qui a longtemps détruit notre pays. Ça doit s'arrêter. Messieurs, je vous invite justement à passer le message au travers de cette émission pour que les Gabonais qui vous écoutent aujourd'hui et qui vous regardent, parce que il est important que ce message arrive où il faut et que les dispositions soient prises par rapport à ces dysfonctionnements dans l'appareil de notre élection ou de nos institutions habilitées à gérer l'organisation des élections dans notre pays. Maître, peut-être pour... oui. Vous savez, comme vous êtes comme vous êtes le chef de famille et qu'il y a des incompréhensions, des situations qui nécessitent que vous preniez la parole, vous réunissez la famille et vous parlez. En ce qui me concerne aujourd'hui, j'ai écouté les uns les autres. J'ai écouté et on a tous suivi ce qui s'est passé. Je pense que ce que j'attends aujourd'hui, c'est une seule chose. C'est la parole du chef de l'État qui doit me dire, moi, population, qu'est-ce que lui pense de cela et qu'est-ce qu'il entend faire pour que les responsables répondent et pour que nous puissions être fixés sur cette élection. Si on la garde en l'état, j'espère que non, aussi on la reprend pour l'honneur et la grandeur de notre pays. C'est également la crédibilité de toute la période de la transition qui se joue. Et à ce niveau, moi j'attends juste, et je pense que le chef de l'État devrait, pour la population, pour le peuple qui lui a fait confiance, parler au peuple et dire au peuple ce qu'il en pense, donner au peuple son avis. C'est la seule chose que j'entends et j'attends et j'espère qu'il le fera assez rapide. Docteur, je dois conclure justement effet, cette émission. Pour conclure, je dois dire que ce que moi j'attends du chef de l'État, de l'appareil gouvernemental, c'est au-delà des déclarations, les actes forts qu'ils vont poser à la suite de ce qui s'est passé. Il n'y a pas le moindre doute. Les hautes autorités de ce pays, depuis le 30 août, sont déterminées à ce que le Gabon aille de l'avant. Et tous les citoyens gabonais convergent vers cette réalité authentique d'aimer le Gabon et de travailler de manière dure pour que le Gabon aille de l'avant. Nous en sommes là. L'élection législative et locale, ce n'est qu'un événement dans lequel il y a de nombreuses tâches qui nous laissent nous poser des questions. Tout à fait. Et comme Maître l'a dit, face à cette question, il faut que les uns et les autres puissent s'asseoir de manière inclusive, de manière à ce que l'unité, le dialogue, la compréhension, les enquêtes soient menées pour que les responsabilités soient assumées par les uns et par les autres. Il y a un espoir, parce qu'avant le 30 août, beaucoup étaient découragés. Depuis le 30 août, nous avons la force au cœur que notre Gabon ira de plus loin. Il ne faut pas combler cet espoir. Justement, parlant d'espoir, vraiment, je vous répète pour 30 secondes, messieurs. Oui. Il ne faut pas combler cet espoir. Voilà, justement, cet espoir. Tout un peuple, toute une nation. Beaucoup aujourd'hui sont très sceptiques quant à la suite, justement, de ces annonces, de poursuites. Les jeunes se sont intéressés à la chose politique après le 30 août. C'est une très bonne chose pour notre pays. En effet. Il faut les maintenir intéressés. Et pour les maintenir intéressés, il faut effectivement que les plus autorités donnent leur posture sur ces élections. Pour moi, c'est la condition de maintien de l'espérance qui a été créée par le 30 août ou de destruction, de déchéance de cette espérance. J'espère que les choses vont être faites dans le sens de maintenir notre espoir à tous vers une nation, une 5e république qui soit véritablement quelque chose que nous pouvons espérer. Nous amener, ce qu'on dit depuis, vers la félicité. Essayons de voir si on peut y arriver. Docteur, en 30 secondes, docteur. J'adhère à cette logique. Je crois que les autorités doivent intervenir parce que quelque chose vient de se passer qui vient blesser cet espoir que nous bâtissons depuis le 30 août. Tout à fait. Que le chef de l'État et ses collaborateurs interviennent pour nous rassurer. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Élection 2025, bilan en demi-teinte pour la rupture.
du scrutin aux irrégularités, comment garantir les fondamentaux de l'état de droit pour clore la transition gabonaise. C'était le débat de ce soir où nous recevions le docteur Lambert Ekoeni, expert en sciences du comportement, et maître Béranger Nzé, qui est avocat au barreau du Gabon et expert dans les questions juridiques dans notre pays. Messieurs, merci d'avoir positivement répondu à cette invitation. Bel échange, merci beaucoup. Voilà, votre émission a été réalisée par Herman Makita, une idée originale de Lauriane Igambo, supervisée par Nina Kelia Mouniépa, à la supervision générale Claudette Okomeore. Merci à l'équipe technique du pool numérique. Retenez tout simplement que vous pouvez désormais nous suivre sur les réseaux sociaux à travers Facebook, sur la page « Et si on en parlait » et sur YouTube. Retrouvez ce programme à partir de 17h05 tous les samedis. Merci à vous d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine pour une autre thématique. Et si on en parlait? Telles que les choses qu'on sont faites dans notre pays, on regrette d'avoir...